Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Céline Pina et Marc Varnaud. Le moins qu'on puisse dire, c'est que certains sont un peu inquiets puisque la Russie et l'Ukraine ne sont pas en guerre. Comme il n'y a pas eu de guerre d'Algérie avec la France, c'était les événements d'Algérie, mais des rumeurs disent que Vladimir Poutine pourrait profiter du fameux Dien Pobiedy, le jour de la victoire, jour qui commémore la victoire contre l'Allemagne nazie, pour annoncer la déclaration de guerre à l'Ukraine. Nous sommes en compagnie d'Hélène Blanc, ancienne politologue spécialiste de la Russie au CNRS et co-auteur de Bon baiser de Moscou, publié chez Ginko, un livre d'ailleurs visionnaire sur la situation actuelle. Bonsoir Hélène Blanc. Bonsoir. Le 9 mai, c'est le jour de la victoire. Beaucoup de gens disent que Vladimir Poutine pourrait annoncer la déclaration de guerre à l'Ukraine. Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que ça fait partie des choses que vous avez prévues dans votre livre d'ailleurs ? Non, quand même pas, parce que le livre a quand même été terminé en novembre 2021 et que, comme vous savez, un livre, ça sort pas comme ça en 8 jours en France, oui. Malheureusement. Si vous en avez écrit, vous savez de quoi je parle. Oui. Et donc, au bout d'un moment, on réussit à sortir le livre. Notre objectif, c'était de le sortir mi-février. Et si vous voulez, il y a énormément de choses effectivement dans ce livre qui est une fiction qui se passe en France entre les deux tours de la présidentielle française et qui oppose donc Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Voilà. Et donc, est-ce que vous croyez que Vladimir Poutine, parce que officiellement, la Russie et l'Ukraine ne sont pas en guerre? Exact. D'ailleurs, c'est juste une simple opération, spetsoperat, comme ils disent, opération spéciale, que les armées russes ont entrepris en Ukraine. Et comme vous le savez, malheureusement, ce qui est très grave, je trouve, parce que à notre époque, le moindre mot peut déclencher non seulement des polémiques, mais des faits beaucoup plus graves. Je pense que c'est très grave que Vladimir Poutine mente à son peuple et à son armée depuis très longtemps. Parce que, si vous voulez, les Russes sont totalement désinformés par rapport à ce qui se passe. Ils ne savent absolument pas qu'il y a une guerre, une vraie guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et donc, ils croient que c'était effectivement une opération spéciale pour désukrainiser les Ukrainiens et les dénazinifier. C'est dur à dire, ça. Dénazifier, oui. Dénazifier, voilà. Philippe Bilger. Hélène Blanc, je vous rejoins avec beaucoup de modestie, mais je voulais vous demander, au fond, est-ce qu'il n'est pas présomptueux, pour le meilleur comme pour le pire, de chercher à comprendre le fort intérieur d'un Poutine qui... écartelé entre la défense des intérêts russes et son tempérament caractériel et pathologique est difficile à analyser, à discerner. Est-ce que ça n'est pas la grande difficulté de la diplomatie civilisée de n'être pas capable de maîtriser des mécanismes qui lui échappent de la part de cette personnalité totalement atypique et essentiellement pour le pire? Hélène Blanc. Effectivement, ce n'est pas facile, mais vous savez, moi j'ai personnellement commencé à travailler sur Vladimir Poutine depuis très longtemps, bien avant qu'il soit à la mairie de Saint-Pétersbourg, où vous savez qu'il a participé à des tas de choses, y compris à des affaires malheureuses qui ont... Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a peut-être pas le temps, mais je veux dire, on voit bien le personnage quasiment depuis le début. Et si vous voulez, cet homme... je crois que chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le monde d'important, et notamment en Europe, il le prend contre lui, contre la Russie, mais aussi contre sa propre personne. Vous voyez, le problème, c'est que dorénavant, dans sa tête, la Russie, l'état de la Russie, l'avenir de la Russie est lié à sa personne. Et donc, la Russie ne peut pas se passer de Poutine, et le peuple russe ne peut pas se passer de Poutine. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il doit gagner, il ne peut pas perdre, que ce soit à ses propres yeux, aux yeux des Russes qui peu à peu commencent à comprendre qu'il se passe quelque chose de plus grave qu'une simple intervention, ne serait-ce que parce que les familles récupèrent les corps des soldats qui viennent donc du front. Et aussi, le problème, c'est que
la Russie doit gagner cette guerre et l'Ukraine ne peut pas la perdre. C'est affreux, je veux dire, c'est un dilemme épouvantable. Parce que si l'Ukraine perdait cette guerre, eh bien, nous serions, nous, à ce moment-là, en première ligne, étant donné qu'il n'y aurait plus de zone tampon entre la Russie et l'Europe. Et si par hasard, ou par malheur, Poutine voulait après, en dépassant peut-être la frontière ouest de l'Ukraine, faire un petit tour du côté de la Moldavie, de l'Estonie, où il y a une très forte communauté de Russes et de russophones, à peu près 40%, voire dans un autre pays, des pays qui évidemment ne sont pas dans l'OTAN, eh bien, est-ce que nous pourrions l'en empêcher? Vous voyez ce que je veux dire? C'est terrible, c'est un dilemme épouvantable. Moi, j'aime infiniment la Russie, et j'aime infiniment le peuple russe, qui est un grand peuple qu'on connaît mal d'ailleurs ici en France. On connaît encore moins les Ukrainiens, je dois le dire. Mais les Russes ne méritent pas qu'on les entraîne sans arrêt dans des catastrophes, qu'on les prive de leurs droits les plus fondamentaux, car c'est le cas aujourd'hui. Ils ne peuvent plus rien faire, ils ne peuvent plus voyager, ils ne peuvent plus parler, ils peuvent manifester, mais ça leur coûte très cher. Vous voyez ce que je veux dire? Ces gens, comme les Ukrainiens, ces gens-là sont tout à fait prêts pour avoir un vrai régime démocratique avec des contre-pouvoirs qui n'existent plus dans ce pays. Céline Pina. Est-ce qu'on ne peut pas être inquiet aussi? Je lis parfois sous la plume de certains commentateurs des critiques très acerbes contre l'armée russe, indiquant que cette armée qui nous faisait aussi peur se révèle finalement plutôt inefficace, plutôt mal organisée, essuie énormément de pertes, au risque parfois d'oublier que nous-mêmes sommes très faibles militairement et peut-être de prendre nos désirs pour des réalités et d'imaginer la Russie comme étant facile à battre entre guillemets, alors qu'elle n'a peut-être pas montré toute sa puissance et qu'elle a peut-être encore quelques surprises, dirons-nous, en magasin. Oui, si vous voulez, c'est vrai que l'armée russe, dont on voit les échecs là depuis le 24 février, et qui a été obligée de changer de stratégie puisqu'elle n'a pas réussi à prendre Kiev, donc maintenant qui se rabat sur le Donbass. Si vous voulez, cette armée est composite, elle n'est pas homogène. Il y a bien sûr des militaires de carrière, il y a aussi des appelés qui savent à peine tenir une arme, qui n'auraient pas dû se trouver là d'après Poutine, mais il paraît qu'il est très mal informé. Moi, je dis qu'aujourd'hui, d'après ce que nous voyons simplement par expérience sur le terrain, il ne s'agit pas de faire des plans sur la comète, l'armée russe, effectivement, semble ne plus être la seconde armée du monde. Maintenant, je suppose qu'elle a été très mal dirigée. Il y a un nouveau, un nouveau commandant en chef maintenant depuis pas longtemps, qui semble mieux reprendre l'armée en main. Donc on va voir ce qui va se passer, et le combat du Donbass, c'est en somme un combat décisif qui va se livrer là dans courant mai. Et on verra bien ce qui va se passer. Mais c'est vrai que la Russie a mis au point des armements ultra perfectionné ces dernières années, ça c'est vrai, mais le problème, c'est pas celui-là. Le problème, c'est l'énorme corruption qui sévit dans l'armée et qui fait que malgré, si vous voulez, des budgets formidables, pharaoniques que l'on donne aux armées russes, eh bien, elle n'a pas été modernisée depuis pratiquement 30 ou 40 ans. C'est dommage. Marc Varnaud. Oui, je pense que d'abord, je pense qu'il y a deux armées russes aujourd'hui. Il y a une armée russe qui effectivement défile le 9 mai tous les ans avec des armes ultramodernes, et puis il y a la vraie armée russe qui a pour moitié des chars qui ont effectivement 50 ans. Néanmoins, moi, j'oublie pas que c'est une puissance nucléaire, et c'est un pays qui a une doctrine de l'utilisation du nucléaire tactique qui est quand même très particulière, puisque les Russes annoncent toujours que pour eux, l'arme nucléaire n'est pas qu'une arme de dissuasion. Donc, je pense qu'il faudra quand même en tenir compte. Et lorsque l'on parle d'une possibilité de victoire des Ukrainiens, je crois qu'il serait plus raisonnable de parier ou de faire en sorte qu'on obtienne un statu quo qui permette à tout le monde de sortir la tête haute et d'éviter que cette guerre, qui aujourd'hui a des conséquences dramatiques aussi bien humainement qu'économiquement, s'arrête le plus vite possible, parce que de toute façon,
je ne vois qu'un avenir très sombre si cette guerre devait continuer. Concernant l'extension du conflit éventuellement en Europe, je rejoins en partie ce qui a été dit. C'est vrai que la Moldavie, pour pas la nommer, la Moldavie, c'est un maillon super faible. La Moldavie, on a plus de gendarmes mobiles en France que la Moldavie n'a de soldats. Ils ont 6000 soldats dans l'armée moldave. Ils sont pas dans l'OTAN, ils sont pas dans l'Europe. Ça fait 5 régiments. Ils ont la Transnistrie qui est à côté. C'est, entre guillemets, le ventre mou, la cible facile. Si Poutine veut effectivement nous envoyer un message, le message est facilement envoyable depuis la Moldavie. Enfin, un dernier point. Moi, je considère pas que ceux qui les battent en guerre sont forcément des fous ou des irresponsables. Je pense que c'est dangereux de considérer que Poutine est, entre guillemets, fou ou en partie irresponsable. Je pense simplement que quand on regarde l'histoire de la Russie, 6 guerres en 30 ans, ils ont toujours, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, mais fait des guerres de barbares. Les Russes n'ont jamais respecté les populations civiles ou les conventions quelles qu'elles soient. Donc je pense que cette guerre devrait s'arrêter rapidement afin qu'on retrouve un monde de paix. Hélène Blanc, en 30 secondes. Je suis tout à fait d'accord pour que la paix intervienne, étant donné les morts qu'il y a et toutes les destructions qui feront qu'on va mettre des milliards ensuite à reconstruire l'Ukraine. Mais je ne vois pas bien avec qui vous voulez faire ce statu quo. Vous voyez bien que Poutine n'est pas prêt pour ça. Les pourparlers sont au point mort. Et vous savez, les gesticulations concernant la guerre nucléaire, bon, je veux dire, faut en prendre et en laisser. Plus Poutine perdra sur le terrain, plus il ne menacera, en tout cas au moins en parole. Ça c'est clair. Parce que son objectif, et il a pris ça dans un livre du 19e siècle chez son auteur favori, Ivan Ilyin, c'est de gouverner par la terreur. Il gouverne la Russie par la terreur et il aimerait bien nous gouverner aussi par la terreur. Donc ne soyons pas non plus trop naïfs et sachons qui nous sommes et que Poutine est le président d'un grand pays, mais que l'Union européenne, après tout, n'a pas non plus à rougir de ce qu'elle est. Elle a réussi à sauvegarder la paix pendant 75 ans et on va essayer de continuer, j'espère. Vous avez un mot à dire, mais 5 secondes. Je rappelle le mot de Clémenceau en 1919. Il est plus facile de faire la paix que de faire la guerre. Et je crois que ça s'applique aujourd'hui mot pour mot. Merci beaucoup Hélène Blanc, auteur d'un excellent livre Bon baiser de Moscou, publié chez Ginko édition, ancienne politologue spécialiste de la Russie au CNRS. Tout de suite notre grand débat, accord PS-LFIS, la fin de la social-démocratie. Vous êtes 84,8% à dire oui. On en débat avec Franck Guéguegna, vice-président du Parti radical de gauche.